Bonjour et bienvenue sur le plateau des grands entretiens. Aujourd'hui, avec ma compère Bérénice Baudouin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Denis Combrexel. Jean-Denis Combrexel, bonjour. Alors, je ne sais pas comment vous présenter, parce que j'ai envie de dire que tout le monde vous connaît, et en même temps, je n'en suis pas si sûr, parce que vous avez occupé tellement de fonctions qu'à mon avis, personne n'est capable de les décliner toutes, en tout cas par cœur. Je rappelle que vous avez été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, je commence par la fin, directeur de cabinet d'Elisabeth Borne quand elle était Premier ministre, directeur de cabinet d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Et puis avant, vous avez présidé la section du contentieux, la section sociale, puis vous avez été à la direction générale du travail. Et puis, on va arrêter de remonter et on va démarrer tout de suite par la partie portrait. Et je vous rappelle que cet entretien se déroulera en 3 temps. Le portrait, on passera du temps sur la direction générale du travail et puis sur ce qui s'est passé après. Alors, vous le savez, la première question de ce grand entretien est la question la plus simple. Qui êtes-vous ? Alors, la question est quasiment philosophique, alors je ne vais pas me prêter trop à l'exercice, mais disons que simplement pour peut-être me caractériser, vous en avez un peu parlé au tout début, souvent dans la haute fonction publique, bon, il y a une sorte de fil conducteur, et moi j'ai eu la chance, est-ce le hasard ou la volonté, je ne sais pas, d'exercer des fonctions très, très différentes. Ce qui est assez rare par rapport quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, où les autres pays c'est vraiment très, très, très linéaire. Moi j'ai exercé beaucoup de fonctions et une des particularités c'est que j'ai exercé à la fois des fonctions juridictionnelles et des fonctions exécutives. Alors, tout ça est très intéressant, mais vous évoquiez le caractère philosophique de la question et c'est celle-là qui m'intéresse. Parce que tout ce que vous pouvez dire, on le sait. Voilà, alors, le caractère, quel est l'homme, Jean-Denis Combrexel ? L'homme, moi j'adore, c'est ça un peu s'il y a un fil conducteur, c'est ça, j'adore être en responsabilité d'une communauté de travail, et d'avoir un projet, et avec cette communauté de travail, de pouvoir faire des réformes. Ça, je dirais que, quelles que soient les fonctions que j'ai exercées, avoir ça, la responsabilité d'hommes et de femmes, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je pense que c'est ça. Et j'ai découvert ça finalement assez tard, parce que j'ai fait une carrière où au départ j'avais des fonctions plutôt contentieuses, juridiques. J'avais pas forcément la responsabilité d'équipe, mais à partir de l'âge de 40 ans, j'ai eu la chance d'occuper des fonctions de responsabilité. Si je résume, vous êtes plutôt un homme de projet qu'un homme de pouvoir. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Projet pouvoir, ça va de pair quand même. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est ce qui permet quand même de... Pardon, je vous interromps, mais ce qui vous intéresse, c'est le projet et pas le pouvoir. Les deux quand même, soyons honnêtes. Ouais, alors je sais bien que c'est pas tellement politiquement correct, parce que généralement les gens disent non, j'aime le pouvoir, c'est pas... moi j'assume, je pense que... Alors, il ne faut pas exercer n'importe comment le pouvoir, il ne s'agit pas d'exercer le pouvoir comme une sorte d'arbitraire, de tout ça, mais le fait d'avoir un projet, d'être clair dans sa tête et d'avoir le pouvoir à la fois de convaincre les gens qui travaillent avec vous et puis de ceux qui sont à côté ou au-dessus de vous, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas le projet sans le pouvoir, c'est assez vain. Je dis parfois, alors je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais parfois dans la haute administration, il y a des Ferrari sans embrayage. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. Je préfère le turbo diesel qui avance. D'accord. Et vous venez finalement d'un milieu assez éloigné justement du pouvoir. Si on en revient à vos origines, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur celle-ci ? Moi, j'ai vécu avec ma mère qui était aide-infirmière dans une entreprise qui fabriquait des motoculteurs, donc qui ne connaissait absolument pas ni le droit, c'était un monde très, très éloigné du droit, ni encore moins l'administration, etc. Donc c'est un feuilleton de télévision qui m'a fait rentrer dans le droit, parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et il y avait un acteur qui s'appelait Pierre Santini, c'était dans les années 70, je ne sais pas. Et il incarnait un avocat qui était le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et je me suis dit, le droit, c'est bien. Et c'est comme ça que je suis rentré à la faculté de droit de Nancy.
Oui, parce que vous venez de Nancy. De Nancy, donc, voilà, de Nancy, de Lorraine. Donc vous voyez, comme quoi, des fois, les feuilletons de télé, ça peut avoir une importance. Oui, puis un univers dans lequel, a priori, vous n'êtes pas forcément poussé à faire des études supérieures. Enfin, je le dis sans aucune arrière-pensée. Oui, mais enfin, c'était là. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que la Lorraine qui a la valeur travail. Mais enfin, c'est des régions où la valeur travail est importante. Donc, quand vos parents, votre mère décide que vous allez faire des efforts pour que vous puissiez aller en faculté, ça suppose que vous fassiez bien les études. Ok. Alors, licence de droit. 4 ans. 4 ans, oui, à l'époque. Ensuite, vous réussissez le concours d'attaché d'administration. Puis vous êtes, comme vous ne le direz pas parce que vous êtes modeste, mais vous êtes reçu premier au concours pour devenir juge administratif. Puis ensuite, vous partez à la CJCE, vous devenez maître des requêtes, et on se dit, dans la carrière de Jean-Denis Combrexel, il n'y a aucun échec. C'est vrai ? C'est-à-dire, oui, quand on regarde la carrière, on a l'impression que c'est une sorte de effectivement de fil qui monte. Après, alors, il faut reconnaître, là aussi, il faut être honnête, c'est une belle carrière dans l'administration, et j'ai eu beaucoup de chance. Et la chance, parce que là, il faut définir un peu ce que c'est que la chance, c'est d'avoir la chance de rencontrer des gens. Moi, quels que soient les postes que j'ai pu exercer, chaque fois, il y a eu des personnalités un peu charismatiques qui demandaient beaucoup, et ce sont elles qui m'ont permis d'avancer. Donc là, il y a peut-être des étudiants qui nous regardent. Je pense que parfois, quand on arrive dans un milieu de travail, il y a parfois des gens qui sont réputés difficiles, exigeants, etc. Alors je ne dis pas qu'il faut cultiver le masochisme, mais je pense que c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller, parce que ce sont ces personnes-là qui permettent non pas de faire carrière au sens commun du terme, mais qui permettent d'avancer, de progresser. Une petite pique, vous devenez un très haut fonctionnaire, mais vous n'êtes pas énarque. Et non. Et comment se fait-ce ? Je suis un énarque Canada Dry, c'est-à-dire que j'ai fait la carrière d'un énarque, de fait, même une belle carrière d'énarque, mais effectivement, je n'ai pas eu l'honneur d'être à cette école. Ceci dit, je n'en tire aucune fierté. Moi, je suis un fervent défenseur de l'ENA ou des écoles de fonctionnaires, parce que le concours, c'est ce qui permet d'assurer l'égalité entre les candidats. Et donc, moi, j'ai fait des concours, j'ai réussi des concours, mais je n'ai pas eu l'ENA. Et jamais on m'a fait le moindre... parce que des fois on dit consanguinité de la haute fonction publique, jamais on m'a fait le reproche de ne pas être énarque, au contraire. Voilà. Quand on préparait l'entretien, vous nous avez donné une citation un petit peu décalée sur un footballeur, Zlatan Ibrahimovic. Ah oui. En quoi ça peut éclairer justement les étudiants qui... Oui. La citation, donc je la cite, je donne souvent cette citation. Alors de mémoire, ça consiste, parce que Ibrahimovic a été dans un quartier de Malmö qui s'appelait Rosengrad, je crois, de mémoire. Et il dit, on peut sortir de Rosengrad, mais on peut jamais sortir Rosengrad du mec. Et je pense que c'est très vrai. Je pense qu'on peut effectivement sortir d'un quartier qui était populaire, difficile, grande banlieue, etc. Encore que dans mon temps, c'était pas exactement la même chose que maintenant. Mais en même temps, si j'ose dire, on reste quand même marqué par son passé. Et donc vous avez emmené votre passé avec vous pendant toute votre carrière. Oui, parce que le passé, c'est quelque chose qui nourrit. C'est pour ça que c'est si important d'ailleurs dans la haute fonction publique d'avoir des gens qui ont des profils différents. Il ne faut pas avoir des gens qui viennent tous de milieux favorisés, de la même façon qu'il ne faut pas non plus avoir des gens qui viennent que des milieux dits défavorisés. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une culture, des cultures différentes. Et moi, je sais que, on y reviendra peut-être, mais ce qu'on a appelé la politique du travail, quand j'étais directeur général du travail, a été beaucoup inspiré par ce que me racontait ma mère quand elle revenait du travail
Oui, on va y revenir. Oui, vous évoquiez tout à l'heure l'importance des rencontres. Oui. Quelles sont, peut-être pas toutes, mais quelles sont les personnalités qui vous ont vraiment marqué et qui ont finalement fait que cette carrière est allée vite et haut? C'est-à-dire les carrières, moi quand je suis arrivé au tribunal administratif, donc j'ai été nommé au tribunal administratif de Lyon, et il y avait un certain Daniel Chabanol, il y avait une sorte d'équipe autour de lui, et c'est là que j'ai appris le droit public, quoi, le contentieux, quoi. Donc, et il y avait une sorte de... Dans une structure, il y a souvent une période un peu bénie, parce qu'il y a... À un moment, il y a 4, 5, 6 personnes qui incarnent cette structure. Et là, c'était le cas. Donc, on est avec Chabanol, on faisait les cours à l'IRA de Lyon, tout ça. C'est vraiment là que j'ai appris le travail contentieux. Et puis après, j'ai eu des grands présidents de la section du contentieux quand je suis arrivé au Conseil d'État. Pardon, je vous interromps, mais avant, vous partez à la Cour de justice des communautés. Qui n'est pas évident dans le parcours. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Ça, le hasard et les rencontres, c'est-à-dire que mon tout premier poste, j'ai travaillé au service contentieux du ministère de l'Industrie, et il y avait un conseiller de tribunal administratif, Pommiès, pour ne pas le nommer, qui était chef de service, et il a été nommé à la Cour de Luxembourg. C'est lui qui m'a appelé, voilà. Et là, j'ai rencontré un grand juge qui ressemblait à De Gaulle, quoi. C'était Fernand Grévis. C'était quelqu'un qui avait une vie. D'abord, c'était un grand résistant. Il avait sauté sur 2 mines. Il avait des difficultés de marcher. Il ressemblait à De Gaulle, quoi. D'ailleurs, quand il parlait du général De Gaulle, sa voix s'étranglait, quoi. C'était quelqu'un. Donc, c'était quelqu'un qui n'est pas forcément connu dans les milieux communautaires parce qu'il s'exprimait peu, il écrivait peu. Mais je peux témoigner du fait que c'était quand même le grand bonhomme à cette époque-là, c'était dans les années 89-93, c'était le grand bonhomme de la Cour, et il y avait des tentations à l'époque un peu de dérive contentieuse, et c'est lui qui a mis un peu le poids du principe de réalité dans la machine. Qui tenait le bouclard. C'est lui qui tenait un peu la boutique, quoi. Donc, je ne pourrais pas le dire comme ça, mais enfin, c'était quand même ça. Et sur ces premières expériences de carrière, que ce soit au tribunal administratif ou à la Cour de justice, vous avez des souvenirs un peu, disons, qui vous sont restés? Pour aller parler de la Cour de justice de Luxembourg, c'est des souvenirs... il y a un moment, je parlais des tentatives de dérive, c'est-à-dire il y avait l'idée qui était quand même très, très marquée, que tout devait passer à l'époque à l'aune du droit de la concurrence et de la liberté de circulation. Ce qui était quand même... bon, donc il y a un moment, on a eu un contentieux qui s'appelait Poussé-Épistre sur la sécurité sociale. La question était de savoir si la sécurité sociale était une entreprise au sens du droit de la concurrence. Et il y avait une autre affaire qui s'appelait SAT Eurocontrol, qui était de savoir si le contrôle aérien devait être considéré comme une activité privée. Donc là, tout se jouait là. Alors, on ne va pas violer le secret du délibéré, mais enfin, disons que le juge français a fait en sorte que, qu'à un moment, le principe de réalité revienne que le contrôle aérien, c'est pas quelque chose qui peut être comparé à la fabrique des petits pois, quand même, hein. Et de la même façon, la sécurité sociale, c'est quand même, c'est pas une entreprise. Si c'est une entreprise, c'est pas une entreprise comme une autre. Donc il y a eu ce qui se passait à Luxembourg, c'est que parce que Luxembourg, sur le plateau de Kirchberg, ça donne le sentiment que voilà, on est entre gens de bonne compagnie. Mais ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une sorte de guerre des droits, et de guerre presque philosophique, politique. Et donc c'est un endroit extrêmement important, pas simplement du point de vue contentieux et juridique, mais du point de vue politique. Oui. Et la même chose pour Strasbourg d'ailleurs. On comprend a priori de quel côté vous étiez quand on se posait la question de savoir si la sécurité sociale était une entreprise. Oui. Comme ça, effectivement. Sans révéler le secret du délibéré.
qu'on a parlé des personnalités, des souvenirs. Oui, alors vous arrivez quand même au Conseil d'État après la Cour de justice. Oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Fernand Grévis, mon juge, me demande qu'est-ce que vous souhaiteriez faire après. Donc lui, c'est une personnalité éminente du Conseil d'État. Donc je lui réponds que mon rêve, c'est d'être maître des requêtes au Conseil d'État, et notamment parce que j'ai mes études de droit à Nancy moi, je rêvais d'être... je lisais toutes les conclusions des commissaires du gouvernement, donc je rêvais d'être commissaire du gouvernement au Conseil d'État. Donc je lui dis, mon rêve, ce serait d'être commissaire du gouvernement au Conseil d'État. Quand on a préparé cet entretien, j'ai cru comprendre que le fait que vous ayez ce parcours à la Cour de justice a fait que vous étiez, entre guillemets, attractif pour le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'on est nommé au Conseil d'État, en principe, il faut apporter quelque chose au Conseil d'État. Donc, ce que j'ai apporté dans la corbeille, si j'ose dire, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, parce qu'il y a beaucoup de membres du Conseil d'État qui ont une expertise en matière de droit européen. À l'époque, c'était moins répandu. Donc, le vice-président de l'époque était Marsolon, qui avait compris toute l'importance du droit européen pour le Conseil d'État. Et donc, voilà. Donc, ce que j'apporte dans la corbeille, c'est cette compétences de droit communautaire. Là, on parle pour le moment, on ne parle pas du tout du droit social, alors que finalement, vous êtes vraiment aussi connu chez les juristes dans le droit social. Alors, pourquoi le droit social ? Comment vous y arrivez ? C'est-à-dire, là, une carrière, pour ça, c'est pas si linéaire qu'on ne croit. C'est-à-dire que moi, justement, compte tenu de mon passé, un jour, j'avais une vingtaine d'années, je passais un concours blanc. Et on me dit, mais pourquoi vous voulez être fonctionnaire ? Qu'est-ce que vous rêveriez de faire comme fonctionnaire ? Et je réponds, je voudrais faire comme Chazal. Chazal, c'était le papa de Claire Chazal. Ah oui, pas comme Claire. Non, pas comme Claire. Et le papa de Claire Chazal était un grand monsieur qui avait été directeur des relations du travail. Donc, dès le début, j'ai en tête d'être directeur des relations du travail. Et puis après, le hasard des carrières fait que je me retrouve sur le droit public, sur le droit des affaires, très 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 éloigné du droit social. Mais j'ai toujours ça en tête. Et alors c'est là qu'il y a la chance, je ne sais pas, mais c'est là qu'un jour on me dit, mais est-ce que tu... On va y venir, non, mais pour le coup, c'est comme ça que j'avais toujours ça en tête.